Bonjour à toutes et à tous, bon dimanche, on termine cette semaine qui a été très chargée en critiques de films et la semaine prochaine ça va être chargé de toute façon jusqu'à la fin du mois, il va y avoir beaucoup de vidéos. Au mois de janvier on se reposera un petit peu avant de reprendre bien comme il faut s'il y a The Last of Us sur Amazon Prime ou OCS, mais on en reparlera début janvier. Je vous ferai un live avec le programme 2023, il va y avoir plein de nouvelles choses sur la chaîne, des changements, vous verrez, pour le mieux. Et donc, on termine avec un film, alors que hier, je vous parlais d'un film que je n'ai pas vraiment apprécié, Nope. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui, pour moi, est un des coups de cœur et qui va être très, très haut dans le top 10 de l'année, je vous le dis. Ce film va être en très, très haute position. Il s'agit de Medieval, sorti dans l'indifférence la plus totale sur Netflix il y a quelques semaines. Je ne ferai pas de spoiler sur le scénario, je vais vous donner un synopsis détaillé, mais je vais m'arrêter pour, à un moment donné, pas vous raconter l'histoire en entier et vous laisser découvrir le film. Le film est basé sur une histoire vraie. Forcément, c'est un film, donc ça a été romancé, mais il contient pas mal de vérités historiques. Un casting excellent, une réalisation aux petits oignons. Je vais revenir sur toutes les qualités du film. Pour moi, je vous le dis honnêtement, j'y vois pas vraiment de défaut. Et quand je lis que c'est un sous-Viking, déjà je pense qu'il faut arrêter d'idéaliser la série Viking. Certes, elle est excellente, mais il n'y a pas que la série Viking. Et en plus, ça n'a rien à voir avec Viking. C'est pas du tout les mêmes endroits, c'est pas du tout les mêmes intrigues, ça n'est pas du tout les mêmes peuples. Ici, on est en Bohème, c'est-à-dire l'actuelle République tchèque, et ça se passe pendant les croisades. Autant vous dire que ça n'a rien à voir avec la série Viking, et la comparaison, bien qu'elle puisse être faite au niveau de l'action, des paysages, puisqu'on est quand même sur une époque médiévale, la comparaison s'arrête ici. Il faut arrêter aussi de comparer tout à Viking et d'idéaliser Viking comme si la série était un chef-d'œuvre parfait, exceptionnel. Ce film est plutôt à rapprocher de Kingdom of Heaven dans le fond et la forme. Mais je vais vous détailler tout ça après vous avoir fait une petite présentation. Sachez que ça n'est pas parce que le film atterrit sur Netflix ou qu'il n'a pas très bien marché au box-office américain que pour autant c'est un mauvais film. Il faut arrêter aussi de se concentrer sur les chiffres et regarder le film pour ce qu'il propose et pour ce qu'il présente. Donc, le film est réalisé par Peter Jakel, c'est un réalisateur tchèque, c'est un film tchèque. Et je vous dis son synopsis, alors je l'ai noté sur mon ancien portable qui me sert de bloc-notes. 14e siècle en Bohème, donc l'actuelle République tchèque, chargé par le roi Vanceslav, qui a existé, hein, chargé par le roi Vanceslav de Bohème de kidnapper la future épouse du Lord Rosenberg, donc la future épouse qui s'appelle Lady Catherine, pour que ce dernier, Rosenberg, finance le voyage du roi Vanceslav jusqu'à Rome, où il doit devenir le nouvel empereur pour réunifier le Saint-Empire germano-catholique. Donc, chargé par le roi de kidnapper l'épouse d'un des seigneurs, qui, celui-ci, en réalité, est un traître et qui complote contre le roi, donc chargé de cette mission, on va y suivre Jan Žižka, qui est à la tête d'un groupe de mercenaires. Et on va aussi avoir dans le même temps le corrompu frère du roi, Sigismond, futur empereur Sigismond, qui va comploter donc contre son frère pour s'opposer à la fois à Jan Žižka, mais aussi à tous les paysans de Bohème, paysans qui sont influencés par l'enseignement de Jean Hus. Jean Hus qui remet en question l'autorité de l'Église, c'était un universitaire croyant, pratiquant, qui remettait en question l'autorité de l'Église en prônant la supériorité des écrits, des saintes écritures, autrement dit de la Bible, la supériorité des enseignements bibliques sur les doctrines et les traditions de l'Église. Donc, on a d'un côté les paysans qui vont suivre le mouvement initié par Jean Hus, et donc qu'on va appeler les Hussites, ces paysans qui vont à la fois être persécutés par Sigismond, et Sigismond qui dans le même temps complote pour prendre la place de son frère, et au milieu de tout ça, un chef mercenaire, Jan Žižka, qui va petit à petit gagner l'estime et l'admiration de tous les paysans de Bohème, qui vont tous se regrouper sous sa bannière, et ça va donner les croisades hussites, avec Jan Žižka qui va être considéré comme un des plus grands
chef militaire tacticien de l'époque médiévale. Encore aujourd'hui, il est considéré par les historiens comme un grand chef qui n'a jamais été vaincu. Est-ce que ça va se terminer bien ou pas? Est-ce qu'il y aura de la romance? Tout ça, je vous laisse le découvrir. Gardez en tête que c'est une adaptation d'une histoire vraie, donc de l'histoire, bien qu'il y ait des différences. C'est pas forcément tous les détails du film qu'on va retrouver dans les livres d'histoire. Il y a probablement des choses qui ont été romancées, mais le plus important y est, à savoir l'accession au fur et à mesure de Sigismond pour remplacer son frère, Venceslas, l'ascension de Jan Žižka à la tête des paysans et du mouvement hussite, et dans le même temps, l'influence de Jean Hus sur les paysans qui en ont marre de la corruption morale de l'Église et qui veulent revenir à ce qui est la base, la Bible, puisqu'on est au médiéval, on est à l'époque, on est au Moyen-Âge, et c'est le christianisme qui règne en maître dans l'Europe. Tout ça se passant en Bohême, Bohême qui est l'actuelle République tchèque. Alors je ne vais pas vous faire tout le détail de quelle est la différence des régions, des contours, des limites, parce que ça a changé énormément. Qu'est-ce qui relève de la République tchèque? Qu'est-ce qui relève des autres royaumes aux alentours? Je ne suis pas spécialement, voilà, je suis pas un spécialiste de l'histoire, mais c'est toujours, je suis passionné de Moyen-Âge, c'est l'époque que je préfère le plus dans toute la civilisation humaine. Et autant vous dire que ici on a un véritable film médiéval, mais je vais revenir sur les qualités de ce film. Avant ça, je vous parle du casting. Et le casting, accrochez-vous bien parce que là, il y a du lourd. Ben Foster dans le rôle de Jan Žižka. Ben Foster, qui a joué dans The Programme, qui a fait Lance Armstrong, qui était bluffant, qui a joué dans Warcraft le film, qui faisait Medivh, qui a joué dans Du sang et des larmes, qui faisait le sergent Axe, Matthew Axelson, Du sang et des larmes de Peter Berg, probablement le meilleur film de Peter Berg. Et Ben Foster était bouleversant dans le film. Et qui a joué aussi dans Comancheria avec Chris Pine sur un scénario de Taylor Sheridan. Pour ceux qui ne connaissent pas Taylor Sheridan, Du sang et des larmes, Sicario, Comancheria, Wind River et surtout, actuellement, une série que probablement vous aimez énormément, Yellowstone et son préquel 1883 qui vient de sortir sur Paramount+. Donc, Taylor Sheridan, qui est aussi un acteur, avait fait le scénario de Comancheria où jouait Ben Foster. Ben Foster, très grand acteur. Michael Caine, je n'ai pas besoin de vous le représenter, vous connaissez tous Alfred dans la trilogie Dark Knight. Til Schweiger, son visage vous dit quelque chose, vous l'avez vu dans King Arthur de Antoine Fuqua en 2004, et dans une adaptation de jeu vidéo, Far Cry Warrior, j'en ai parlé sur la chaîne, je ne m'étendrai pas plus, ainsi que Matthew Good qui joue le roi futur empereur Sigismond. Matthew Good, je vous en parlais récemment, notamment en live avec DG, le live sur l'effondrement. Je vous parlais d'un film où il joue dedans, Joyeuse fin du monde. Matthew Good, vous avez pu le voir dans The Kingsman, la préquelle des deux films Kingsman, mais dans aussi Imitation Game avec Benedict Cumberbatch, histoire vraie d'un mathématicien pendant la Seconde Guerre mondiale, et bien évidemment dans le rôle le plus important de sa carrière, Ozymandias dans Watchmen de Zack Snyder. Enfin, on a Sophie Lowe qui joue Lady Catherine. Pour moi, c'est une révélation, je la connaissais très peu. Elle avait joué dans Above Suspicion avec Emilia Clarke, dont je vous avais parlé, le moins bon film d'Emilia Clarke qui était sorti directement en VOD. Là, elle a un rôle extrêmement important. Elle est de tous les plans du film. C'est celle qui va être kidnappée et qui finalement va ouvrir les yeux sur les actions à la fois de son mari et du roi usurpateur Sigismond. Donc autant vous dire qu'elle a un rôle très important et qu'elle est excellente. Elle joue vraiment, vraiment bien. Pour moi, c'est peut-être celle qui m'a bluffé le plus de tout le film, parce que tous les autres acteurs, je connaissais leur talent. Elle, je ne la connaissais pas du tout, et je suivrai la carrière de cette actrice. Et enfin, on a Roland Moller qui fait l'ancien mentor chef de Jan Žižka, qui va devenir son opposé, puisqu'il travaille pour Sigismond, et donc il va être en opposition frontale avec Jan Žižka. Roland Moller, vous l'avez vu dans Bluebird, ou plus récemment dans Riders of Justice avec Mads Mikkelsen, j'ai fait la critique sur la chaîne, ou encore Skyscraper avec Dwayne Johnson dans le building, une sorte de tour infernale à Hong Kong. Et on finit par un acteur qu'on n'a pas vu depuis un bon moment et que je n'ai pas reconnu du tout, que j'avais vu à l'époque dans un film que j'adore, Les Chroniques de Narnia, ou Le Monde de Narnia chapitre 1, William Moseley. Il jouait le rôle de Peter, le plus âgé des enfants de Narnia.
Et ici, il joue Yaroslav, le frère de Jan Žižka. Il a 17 ans de plus, maintenant il a 35 ans. À l'époque de Narnia, il avait 18 ans. Autant vous dire que si vous ne savez pas que c'est lui, vous ne le reconnaîtrez pas. Surtout avec la barbe et le look qu'il a, il est difficile à reconnaître. Mais voilà, William Moseley joue dans le film. Et ça fait plaisir de voir des acteurs qu'on a découverts il y a presque 20 ans en arrière quand ils étaient enfants et qui maintenant sont dans des films, très gros films, parce que c'est un très gros film, je vais y revenir, même s'il n'a pas marché au box-office. Justement, le film est la production tchèque la plus chère de l'histoire avec 20 millions de dollars. Alors, je vous fais la conversion parce que je ne vais pas vous dire la monnaie en République tchèque. Je ne sais même pas c'est quoi la monnaie, si c'est des roubles ou des roupies, je ne sais plus. Mais en gros, si on fait la conversion, le film a coûté 20 millions de dollars. C'est la production tchèque la plus chère. Autant vous dire que les 20 millions de dollars, vous les voyez à l'écran. Ils ne font pas semblant. Tout est filmé en décor naturel, les moyens techniques, mobiliers sont impressionnants, armure, armes. On va y revenir. Juste, le réalisateur, avant de vous parler des points forts du film, le réalisateur a prévu, mais c'est pas sûr maintenant étant donné que le film n'a pas marché, il avait prévu que son film soit complété avec 2 jeux vidéo, un sur PC et un sur mobile, des actions-aventures façon jeux de croisade, comme on peut avoir énormément sur PC, qui devait compléter et qui devait étendre l'univers médiéval du film. Il y a pas mal d'ailleurs de jeux vidéo, je pense notamment à Age of Empires 2. Si certains noms vous disent quelque chose, Jan Žižka, Sigismond, si ces noms vous disent quelque chose, c'est parce qu'ils font partie de certaines campagnes militaires dans Age of Empires 2. Et quand on génère une carte de manière aléatoire, si on prend les rois médiévaux de Bohême ou de République tchèque, on peut affronter le Sigismond et son empire. Alors après, ça reste au niveau juste de quelques noms, parce que pour ceux qui ont joué à Age of Empires 2, vous savez très bien, on ne voit pas forcément les personnages, c'est toujours les mêmes villageois, toujours les mêmes bâtiments avec des couleurs différentes. Mais voilà, ça s'inscrit dans ce contexte des jeux médiévaux, de stratégie, action, aventure, puisque c'est tout simplement un film qui est tiré d'une histoire vraie. C'est l'histoire médiévale, le Moyen-Âge. Et à noter, dernier détail, avant de passer au point positif, qu'il existe un autre film qui s'appelle Jan Žižka, sorti en 1955. Mais alors là, pour le coup, le film sorti en 1955, je ne l'ai pas vu. Donc, les points positifs, après vous avoir dit tout ça, le casting est exceptionnel. Tous les acteurs sont au top niveau, que ce soit dans leur jeu d'acteur, physiquement, ils en imposent, il y a du charisme. Ben Foster est intense comme d'habitude. Il est vraiment, Ben Foster, c'est un acteur sous-coté. Bon, à chaque fois qu'il sort dans un film, on dit qu'il est excellent, mais c'est vrai que c'est un acteur qui mérite tellement plus d'exposition. Pour moi, il est du niveau de Christian Bale, j'ai pas honte de le dire. Oui, Ben Foster est du même niveau que Christian Bale ou Matthew McConaughey ou même, je vais peut-être pas dire Brad Pitt ou Tom Cruise parce qu'ils ont eu tellement de rôles emblématiques, mais Ben Foster, c'est un très grand acteur. D'ailleurs, je crois qu'il a joué dans Galveston de Mélanie Laurent, donc il peut aussi jouer dans des productions françaises. Donc, le casting est exceptionnel, l'émotion est au rendez-vous. C'est un film épique qui, il y a du sacrifice de soi. C'est un film qui est tourné en décor naturel et ça, honnêtement, c'est le plus gros point positif. On a vraiment l'impression d'y être dans les forêts de Bohême. Alors, je ne sais pas où est-ce que le film a été tourné. Est-ce qu'il a été tourné en République tchèque, en Croatie, au Danemark? Probable qu'il a été tourné dans ces endroits-là. Je ne pourrais pas vous dire exactement, donc je préfère pas vous dire de bêtises, mais il a été tourné en Europe. En tout cas, une bonne partie. C'est des décors médiévaux européens. C'est très impressionnant. C'est très impressionnant de voir ce que, avec 20 millions, le réalisateur a réussi à faire. Une fresque épique de 2h10 où on ne voit pas le temps passer, où on est en pleine immersion, où à la fois les costumes, mais aussi le mobilier et le décor font authentique. Ici, c'est pas du toc. On n'est pas sur une production ouébol du style King Rising. Bon, forcément, on n'est pas sur de la fantaisie, on est sur du réel. Mais on n'est pas sur une production blindée de fonds verts et d'effets spéciaux dégueux du tout. On est sur quelque chose de palpable, de concret, d'authentique, où on est vraiment immergé. Les décors sont spacieux, il y a un souffle épique dans la nature en plus, que ce soit dans des grottes, des cavernes, des sous-sols.
des forêts, des falaises, des rivières. C'est vraiment sublime visuellement. On a une impression de grandeur. Les 20 millions de dollars de budget, en plus d'être partis pour les acteurs, parce que quand même, voilà, Ben Foster, Michael Caine, c'est pas n'importe qui. On a vraiment l'impression qu'ils ont été dépensés jusqu'au dernier dollar ou la monnaie que ça a coûté. Au-delà de ça, la musique, je n'ai pas retenu le nom du compositeur, mais la musique est excellente. On a une partition musicale, notamment vers la fin du film, avec des envolées lyriques. C'est à donner un petit peu la chair de poule, parce que quand vous allez avoir la musique qui accompagne des scènes de bataille, de combat, du sacrifice de soi, je ne vous dis pas qui vit, qui meurt, mais c'est vraiment, la musique accompagne parfaitement bien les scènes. Et puis c'est un film qui est historique et surtout qui raconte une histoire que peu de monde connaissent, non seulement le royaume de Bohême au temps médiéval, mais surtout la persécution de Sigismond vis-à-vis des Hussites, les Hussites dont à la tête il y avait Jan Žižka, et les Hussites donc, qui étaient les disciples de Jean Hus. Alors, un petit mot sur Jan Hus, sur Jean Hus plutôt. Pourquoi Jean Hus, c'est quelqu'un que j'admire? Parce que lui, il prônait la supériorité des saintes écritures, donc de la Bible, hein, Ancien et Nouveau Testament. La Bible, c'est écriture hébraïque et écriture grecque chrétienne. Il prônait la supériorité des écrits sacrés sur la doctrine de l'Église et dénonçait le comportement de l'Église et le fait que l'Église dévoyait et se servait des Écritures pour faire du grand n'importe quoi. Et pour ça, il a été passé au bûcher. C'était aussi un ami de, en tout cas quelqu'un qui était sur la même longueur d'onde que John Wycliffe plutôt. Et un peu plus tard, un siècle après, il y a eu Martin Luther qui a été à l'origine du protestantisme. Et Jean Hus, c'était aussi son credo, uniquement les Saintes Écritures. Et pour ça, il a été persécuté. Et heureusement qu'il y a eu des gens comme lui. Malheureusement, il a été persécuté et passé au bûcher, mais heureusement que tout du long de l'époque médiévale, il y a eu des gens comme lui pour dénoncer les agissements du soi-disant Saint-Empire qui n'avait pas grand-chose de saint, du Saint-Empire germano-catholique, et dénoncer le fait que ces gens-là se servaient des Écritures pour maintenir dans le flou et l'obscurantisme tout en légitimant leur décadence morale, puisqu'on voit l'empereur Sigismond, c'est Sigismond d'ailleurs qui fera en sorte que Jean Hus finisse au bûcher après qu'il y ait le concile de Constance. Il me semble que c'est le concile de Constance. Donc Jean Hus, c'est quelqu'un qui, pour les gens qui veulent coller au plus près du vrai christianisme, a été un modèle un temps dans l'histoire médiévale européenne. Autrement dit, Jean Hus, moi, j'ai eu une éducation chrétienne et une éducation aussi d'histoire des religions et d'histoire du Moyen-Âge, à la fois par mes parents et parce que dans la famille, on est passionné d'histoire et de religion. Et Jean Hus, je connaissais déjà son histoire et ça m'a fait plaisir de voir que le film abordait un petit peu, même si on n'aborde pas entièrement. Mais ça fait plaisir aussi de voir qu'au Moyen-Âge, à une époque où il y avait déjà de la décadence morale, on avait des gens qui luttaient pour se débarrasser de cette influence néfaste de l'Église déjà corrompue à l'époque. Autant vous dire que ça fait plaisir, parce qu'on se dit qu'on a beau être au 21e siècle, tout au long de l'histoire, il y a des gens qui ont lutté, certes, ont été persécutés et parfois sont passés au bûcher. Aujourd'hui, on ne passe plus au bûcher, on passe au bûcher sur les réseaux sociaux. Dès lors qu'on dit qu'on est un chrétien croyant, pratiquant, qui veut se rapprocher du message originel, on passe pour un fanatique religieux, hein, ce qui est mon cas. Hein. J'ai été maintes fois traité de fanatique religieux pour justement dire qu'il faut revenir aux valeurs du christianisme authentique. Mais ça fait plaisir de voir qu'on n'est pas seul et que tout au long de l'histoire, il y a des gens qui ont voulu coller au message du Christ le plus près possible. Et ça fait plaisir aussi de voir qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup plus de personnes qui étaient croyantes, pratiquantes et pieuses que en notre époque progressiste, décadente, oserais-je dire dégénérée, oui. En tout cas, un film important, que ce soit en termes de divertissement pur, parce que vous allez vous régaler. C'est vraiment un film qui, pour moi, n'a pas à rougir face au Kingdom of Heaven ou à The Last Duel qui est sorti l'année dernière de Ridley Scott. C'est vraiment un film qui n'a pas à rougir. On n'est pas sur un DTV tout pourri, fait au rabais avec des acteurs de seconde zone. Pas du tout.
Je comprends même pas d'ailleurs pourquoi ce film n'est pas sorti au cinéma, parce que je pense il aurait eu un joli succès. Il aurait pu sortir en fin d'année parce que c'est un grand film médiéval comme on n'en fait plus aujourd'hui. Pour les adeptes, pour les fans de péplum, je vous dis, vous allez vous régaler. Et même si, bien évidemment, on est quand même loin du niveau de Gladiator, faut peut-être pas abuser non plus. Mais ce film n'a rien à envier à Kingdom of Heaven. Bon, après, Kingdom of Heaven a des gros arguments, hein, notamment Harry Gregson Williams à la musique et un gros casting. Mais ce film n'est pas une sous-production sortie des limbes du DTV. Pas du tout. C'est un grand film épique. Et il y a peut-être, non pas un bémol, parce que là, pour le coup, vous le savez, moi, je n'aime pas trop les films violents et gore quand c'est pas justifié, quand c'est gratuit. Mais quand ça se justifie pour l'aspect réaliste et historique, moi, ça ne me gêne pas du tout. Au contraire. Et là, on est sur un film historique qui se passe au Moyen-Âge et qui va aboutir sur des croisades. Et donc, forcément, il faut qu'il y ait de la violence et du sang. Et là, de la violence et du sang pour retranscrire l'ambiance, hein, sans aller trop non plus dans l'excès. Mais on ne tombe pas dans la violence gratuite, mais pour autant, on n'est pas sur un film de bisounours où vous allez voir les morts hors champ. Des décapitations, des démembrements, des gerbes de sang, vous allez en avoir. Des yeux crevés, vous allez en avoir. Vous allez avoir pas mal de tortures, de sévices corporels, de gens qui vont prendre très cher. Mais c'est normal, on est en plein combat, des gens qui sont brûlés vifs, vous allez en avoir, c'est normal, c'est le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, ça plaisante pas. Mais pour autant, on n'est pas non plus dans un film où il va y avoir des hectolitres de sang, où ça devient même plus réaliste. On n'est pas non plus sur 300 de Zack Snyder, où là, c'est vrai que c'était carrément c'était de la violence graphique. Non, ici, on est sur quelque chose de plus réaliste, de plus brutal, mais qui retranscrit bien la violence des batailles et des affrontements et de la guerre au Moyen-Âge. Donc, pour toutes ces raisons, c'est un film qui fera partie de mon top 10 de l'année, que je regarderai une autre fois avec grand plaisir. J'en attendais pas grand-chose, je l'avais mis de côté, il est sorti sur Netflix, je m'étais dit, bon, et je le regarderai quand j'aurai un petit moment avant la fin de l'année. Je suis très content de l'avoir regardé et de vous en parler cette semaine et de vous en parler avant la fin de l'année. Comme ça, il figurera dans mon top 10 des meilleurs films. Médiéval, le film, le titre original c'est Jan Žižka, ça s'écrit Jean, J-A-N, Jean Žižka. En France, ça a été renommé Médiéval. Voilà. Bon, c'est pas forcément le titre le plus original qui soit, mais voilà. Regardez ce film. Si vous avez 2 heures, si vous voulez voir un bon film bien rythmé, sans temps mort, beaucoup d'action, de l'épique, des décors naturels, des musiques qui donnent du frisson, et un gros film historique. Regardez Médiéval sur Netflix. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était un petit peu personnel ce que je vous ai dit vis-à-vis de mes convictions religieuses. Je ne rentrerai pas dans les détails plus dans les commentaires, donc ne me demandez pas quelle est ma religion. Je ne rentrerai pas dans les détails. Je vous ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Je ne peux pas vous dire plus que ça, parce que ce n'est pas non plus le but sur la chaîne de parler très en détail, de vous faire des vidéos. Mais c'est un film qui, voilà, j'ai un rapport personnel à ce film. Voilà. Et donc, ça me fait toujours plaisir. C'est un petit peu comme La Passion du Christ de Mel Gibson ou d'autres films comme ça où j'ai un rapport personnel en tant que croyant. Donc forcément, quand c'est des films comme ça, je suis encore plus enthousiaste que d'habitude. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien, bonne fin de semaine et on se retrouve là la semaine prochaine. Ça va être blindé, critique de films, adaptation de jeux vidéo, non pas critique de films, critique de séries, adaptation de jeux vidéo, celles qui vont sortir, Sonic Prime, bref, il va y avoir plein de choses. Un dernier live, The Walking Dead, et ensuite le prochain live ce sera en 2023. Merci à toutes et à tous, passez un bon mois de décembre, portez-vous bien et ciao tout le monde.